L'Union des magistrats du Sénégal et les enjeux de la présidentielle américaine pour le Sénégal, autant de questions au menu de l'Air du temps de ce dimanche 4 octobre. Alassane Samba Diop reçoit Ousmane Diagne, sociologue et enseignant-chercheur, et Ibrahima Khalil Niang, universitaire. L'Air du temps, c'est ce dimanche de 10h à 11h sur iRadio. iRadio, la radio d'ici et d'ailleurs. Dimanche 4 octobre 2020. Merci d'être à l'écoute de l'Air du temps qui reçoit aujourd'hui Ousmane Ba. Ousmane Ba est sociologue et enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et aussi Ibrahim Khalignan qui est universitaire, aussi enseignant-chercheur et sociologue. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, depuis le début de la semaine, il y a pratiquement plus de 2 ou 3 mois, le débat politique au Sénégal est au ras de pâquerette. On constate que les invectives et les débats personnels ont pris la place sur le débat des idées. Ousmane Ba, vous en tant que sociologue, comment est-on arrivé là? Merci beaucoup Alassane pour l'émission. Je salue mon ami, camarade de promo, collègue Ibrahima Niang. Je pense que Alassane, pour pouvoir diagnostiquer un peu le niveau du débat politique ou même du discours, je reviendrai, politique, à mon avis, il faut peut-être mettre sur la place 3 à 4 éléments essentiels, indicateurs. Le premier indicateur, d'abord, c'est comment on organise nos partis politiques. Alors, le parti politique en termes de structuration, en termes de mode d'organisation, en termes de définition des rôles. Je pense que n'importe qui n'est pas habilité à parler au nom d'un parti politique. Ça, d'abord, c'est la première chose. Il n'y a pas de démocratie dans nos partis. La deuxième chose, maintenant, le deuxième indicateur, c'est d'abord le profil et la nature même, la posture de l'homme politique sénégalais. Alors, qu'est-ce qui l'incite à faire la politique? Quelle est son ambition? Ensuite, est-ce qu'il est bien formé? La troisième chose maintenant, c'est, Alassane, le discours politique en soi. Autrement dit, aujourd'hui, le discours politique devrait tourner autour des questions de projets de société, de projets de développement, mais en même temps aussi des questions d'idéologie, de concept. Malheureusement, ce que nous voyons, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas d'école de parti, vous avez lâché le mot, mais en même temps aussi, les idéologies des partis sont en affaissement actuellement, mais ceux qui sont dans la politique ne s'approprient pas de ces questions idéologiques-là. Ensuite, dans les organisations politiques, on n'a pas mis en place ce qu'on appelle, ou on n'a pas valorisé des instances de communication allant dans le sens comme le passé, des journaux comme Dialarbi et consorts, tout ça, comme Kharebi, hein, où les gens vraiment écrivaient, c'est-à-dire donnaient leur point de vue par rapport à la situation du pays, que ce soit politique, économique et social. Alors maintenant, vous avez dit 2 mois, 3 mois, on voit que le discours politique est personnalisé. À quoi gagnerait-on aujourd'hui par rapport à ce type de discours? Au moment où dans ce pays-là, on a un chef de l'État qui a décliné une vision, à savoir le PSE, il faudrait fondamentalement que ceux qui sont de l'autre côté puissent décortiquer vraiment cette vision en essayant d'apporter, si vous voulez, par exemple, des éléments alternatifs dans ce sens-là. Alors, au fil du temps, on a vu effectivement qu'il y a eu des programmes mis sur pied. Avant-hier, on a parlé de PAP 2, programme PAP 2 d'action prioritaire. Mais partons de ces éléments-là et par rapport, si vous voulez, aux réalités sociologiques et culturelles actuelles en termes de problèmes ou de problématiques, pour pouvoir, si vous voulez, par exemple, essayer de voir quelle alternative donner. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a, dans le champ politique, on a 300 et quelques partis politiques, ou même vers 400. Mais il y a aussi le rôle de l'État dans la structuration. Alassane, depuis les assises nationales, il n'y a pas eu de programme dans ce pays-là. C'est-à-dire du point de vue des partis d'opposition. Parce que aussi, la pluralité de ces partis politiques-là, si on ne les canalise pas en termes de centres d'intérêt, autrement dit, en termes d'idéologie, comme je l'ai dit tout à l'heure, de les rassembler, que les gens de gauche discutent de ces questions-là,
ceux qui sont des socialisme pur et dur discutent de ces questions-là, ceux qui sont des libéraux discutent de ces questions-là. Alassane, on va aller vers ce que vous avez appelé un débat politique au ras des pâquerettes, ou de bas étage, au moment où le citoyen sénégalais ne se retrouve pas. Alors maintenant, comme je l'ai dit, il y a le rôle de l'État. Pourquoi? Parce que, à ce que je cherche, lors du référendum passé, on avait dit qu'on allait réorganiser les partis politiques, essayer de voir comment les accompagner, comment les financer. Mais je pense qu'il est temps que les politiciens ou bien les hommes politiques sachent que le pays-là ne les appartient pas. Il y a énormément de choses à dire dans ce pays-là en termes de problèmes qui, à mon avis, ne nous permet pas d'entrer dans un débat entre deux personnes en ce qui concerne la réception ou non d'un chef d'État. Le chef d'État peut recevoir n'importe qui dans ce pays-là. N'importe qui fait faire la demande. À mon avis, même le dire n'a aucun sens à l'heure actuelle où les populations sont dans les inondations, où on est dans une situation de pandémie. Merci. Comment vous analysez cette situation, Ibrahim Khalil, aujourd'hui? Voilà, merci Alassane de l'invitation que vous avez bien voulu nous faire. Bon, je voudrais aussi saluer mon collègue, Dr Ousmane Ba, avec qui j'ai partagé le département de sociologie. Donc c'est la fierté du département de sociologie aujourd'hui d'avoir sur ce plateau deux de ses produits. Donc ça aussi c'est à rendre hommage en fait au doyen Boubacar Ly et qui a œuvré pour le département de sociologie au niveau du Sénégal. Sans oublier aussi les autres enseignants, à savoir les professeurs Moustapha Tamba, Lamine Ndiaye, Moustapha Dieye, l'actuel chef département Tidiane Ndoye, et aussi Sylvain Faye qui a été là il y a 15 jours, qui a fait un débat magnifique. Donc je pense que c'est tout à notre honneur d'être conviés ici. Maintenant, par rapport en fait à la question pour laquelle en fait vous nous interrogez concernant en fait la pauvreté du débat politique au Sénégal. Il est clair que depuis la première alternance politique, nous avons senti que véritablement il y a une sorte de glissement qui est en train de s'opérer dans le landerneau politique sénégalais concernant les discussions construites autour d'un idéal politique ou d'un idéal économique tendant à transformer le pays. Mais on se rend compte que le personnel politique que nous avons aujourd'hui est très problématique. C'est-à-dire c'est un personnel politique aujourd'hui qui se focalise beaucoup plus sur la lutte des places, sans pour autant se référer ou s'adosser à des valeurs morales ou des valeurs fortes qui sont chevillées sur une foi à un idéal politique qui va permettre à ce que les transformations sociales se fassent. Le grand problème que nous avons dans nos partis politiques, je pense que le diagnostic a été fait sur le fait qu'il n'y a pas un renouvellement déjà au sein des partis politiques. C'est des partis patrimoniaux en quelque sorte. C'est-à-dire c'est moi qui ai créé mon parti. Et c'est moi qui décide véritablement de la destinée de ce parti-là. Et je ne permets pas à ce qu'il y ait des courants qui naissent et qui permettent un peu à féconder un discours qui va permettre à ce qu'il y ait des contradictions même au sein du parti par rapport à des orientations qui sont données par le leader ou par le parti qui gère le pouvoir en quelque sorte. Ce sont des éléments qui, à mon avis, tendent véritablement à aplatir le niveau du débat au Sénégal, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une classe politique qui est très problématique et une classe politique qui aussi, peut-être en quelque sorte, aussi à l'image du peuple. Parce que aussi, on n'a que une classe politique qui reflète un peu ce que la majorité du peuple est, parce que cette classe politique aussi, elle est
elle est une extraction de ce peuple-là. Par conséquent, je pense que quelque part aussi, les responsabilités sont partagées parce qu'il y va aussi d'une certaine exigence des citoyens sénégalais par rapport à ceux qui aspirent à pouvoir les diriger. Je pense qu'il y a une exigence fondamentale d'être bien gouverné, d'être bien managé par une classe politique responsable, une classe politique éduquée, une classe politique qui a des convictions fortes sur les questions morales. À partir de ce moment, je pense que nous n'aurons pas certaines personnes qui oseront, à mon avis, venir dans l'espace public, oser même lever le petit doigt pour dire aux Sénégalais que j'aspire à diriger même le quartier, à plus forte raison la commune. Donc je pense qu'à ce niveau, les responsabilités sont partagées. Il y a un problème au niveau des partis, dans leur globalité, mais aussi, nous, citoyens, nous devons aussi avoir plus d'exigences par rapport à ceux qui nous dirigent. Est-ce qu'au fond, la question de fond, c'est par la faillite de l'éducation au Sénégal, qui se fait qu'aujourd'hui, de fil en aiguille, qu'on produit peut-être une classe politique, même des citoyens, qui sont en deçà peut-être de ce que le pays attend d'eux. Mais vous avez parfaitement raison. Je pense que mon collègue Nian l'a dit. Si on prend par exemple la question de la reproduction sociale, puisque si on considère que nous sommes dans une société avec des normes sociales qui marchent, qui fonctionnent, avec des valeurs, et que l'enfant qui est né doit intérioriser les valeurs familiales dans un premier temps, la première instance de socialisation. Dans un deuxième temps, il y a l'école. Donc si vous parlez de faillite, je pense qu'il serait bon de responsabiliser les faillites. Donc les familles aujourd'hui, comment nous constituons nos familles? Est-ce que la constitution de nos familles aujourd'hui relève ou prend en charge nos valeurs socio-culturelles, par exemple, la constitution du couple, etc. Quel type de famille voulons-nous? Il faut, je pense, à mon avis, aller vers une recomposition, même voir une reconstruction de nos familles. Parce qu'on avait des familles élargies, etc. Tout ça, mais aujourd'hui, on a même des familles souches, autrement dit, ou des familles nucléaires, où les personnes, où, par exemple, le mari et la femme décident de ne pas, si vous voulez, par exemple, avoir beaucoup d'enfants. Et ensuite, maintenant, responsabiliser en fonction des localités, zones urbaines et zones rurales. Alors, l'école, maintenant, est dans une situation vraiment, est presque en lambeaux, en léthargie, du préscolaire jusqu'à l'université. Je pense qu'il y a tout un processus à prendre en charge. On parle aujourd'hui des abris provisoires, on parle aujourd'hui, si vous voulez, par exemple, du niveau d'éducation de nos enfants. Et après, maintenant, il y a les médias aussi, vraiment, les médias qui constituent aussi une instance de socialisation très forte en termes d'appropriation. Donc, je pense que si on dit faillite, il faudra fondamentalement responsabiliser, si vous voulez, par les faillites. Mais de manière globale, je pense qu'Alassane, dans ce pays-là, je ne sais pas si c'est le professeur Selim Mwambaye qui disait qu'il faut un NDEP national, mais mon problème, c'est qui va organiser le NDEP. Dans ce pays, je pense qu'il faudrait aller vers une introspection totale. La manière dont on a fait, quand les gens qui étaient dans les assises nationales, ce qu'ils avaient fait, ces éléments-là, si on pourrait, c'est-à-dire du point de vue global, le chef de l'État, on organise vraiment dans tous les secteurs, comme on avait fait les années 80, et des états généraux. Je pense que ça pourrait nous aider quelque part. Parce qu'en démographie, une génération, c'est 25 ans. Aujourd'hui, je pense que si on regarde, si on observe un peu, on a l'impression que notre jeunesse est un peu dévoyée ou désorientée par rapport à l'essentiel. C'est vrai, ils sont formés. Vous voyez par exemple qu'ils occupent, j'appelle ça ils occupent, si vous voulez, par exemple, les différents cycles. Mais le problème en est que malgré cette qualification, si ce n'est pas en adéquation par rapport, si vous voulez, aux valeurs de nos pays, on risque, si vous voulez, par exemple, d'avoir des problèmes dans le cadre de leur employabilité. La deuxième chose maintenant, c'est qu'Alassane aussi, on n'a pas beaucoup aidé à cette jeunesse-là. Parce que c'est, comme disait Cheikh Anta Diop, il faut un rayonnement moral de la jeunesse africaine.
Ces règlements moraux-là, tout à l'heure mon collègue Nian l'a dit, c'est aux dirigeants de pouvoir saper, valoriser ces règlements moraux-là. Donc je pense que, parce qu'ils constituent un modèle, ils constituent des idéaux, des idéotypes dont parlait Max Weber. Ces références-là, si c'est elles qui sont dans une situation de déviance, j'imagine mal comment, si vous voulez, cette jeunesse-là pourrait suivre cette ligne. Et enfin, Alassane, je pense que l'éducation, c'est à faire, à refaire et à parfaire. L'éducation ne doit pas être quelque chose qu'on doit aller chercher ailleurs. On ne doit pas prendre des concepts qui viennent de l'extérieur pour s'acclimater, comme disait Georges Balandier. On a nos ressorts sociétaux du dedans et culturels. Partons de ces éléments-là pour valoriser notre éducation. Et ensuite, j'en profite, il faudrait fondamentalement que dans notre système éducatif, qu'on puisse intégrer dans notre éducation des éléments communautaires. Alassane, l'école classique aujourd'hui, ce que nous apprenons, c'est le modèle français. Mais c'est sûr et certain que vous demandez à un de mes parents, Serer, ou à un de mes parents, Djola, les mathématiques dans sa langue, il pourra fondamentalement résoudre cette opération-là. Nous-mêmes, en lisant nos copies, on se rend compte qu'il y a des gens qui réfléchissent, des étudiants, qui partent d'abord de leur langue locale pour pouvoir, si vous voulez, par exemple, réfléchir en français. Il est temps, je pense, d'intégrer ces deux dimensions-là au sein du système éducatif, les langues locales et la langue arabe. Est-ce que justement ce sont ces dysfonctionnements sociétals qui sont la conséquence des conflits que l'on voit de plus en plus dans la gestion même de l'espace public? Je veux parler aujourd'hui du conflit qui oppose le gouvernement à une partie des magistrats de l'UMS. Il y a un problème aujourd'hui, un des patrons de l'UMS a été convoqué par l'inspection générale de la justice pour des propos qui ont retenu, qu'on le reproche de ne pas tenir parce qu'il est magistrat, et qu'il y a cette confrontation-là. Est-ce que c'est ce dysfonctionnement social qui se transmet dans ces genres de conflits? Très bien. Je pense que vous avez raison d'une part, parce qu'il est clair que si nous adossons très bien par rapport en fait à la marche de nos sociétés, nous n'avons pas des sociétés de tension, c'est-à-dire des sociétés qui sont là où les gens sont là pour se battre entre eux, pour se liguer les uns des autres. C'est pas en fait le fondement de nos sociétés. D'ailleurs, on a des instances qui nous permettent assez souvent de trancher des litiges où il y a des médiateurs sociaux qui sont là pour véritablement atténuer les tensions entre les différentes parties et aller dans le sens de trouver une issue heureuse entre les personnes qui sont en conflit. Donc pour dire que le modèle importé, comme l'a souligné le collègue, le modèle importé qu'on a gardé et qui est en place, qui se perpétue dans cet état importé-là, fait qu'aujourd'hui, on pense qu'on a une autorité et on doit sévir avec ce pouvoir qu'on a pour réprimer ces subordonnés parce qu'on a l'autorité pour le faire. Alors que l'idéal pour moi, c'est, si on prend par exemple l'exemple que vous avez donné concernant en fait le secteur de la justice, l'image que la justice donne, déjà symboliquement, c'est la balance, c'est l'équilibre. Donc ça veut dire c'est un secteur qui ne doit pas connaître de tension. Mais on se rend compte que la personnalité du ministère de la Justice est trop clivante aujourd'hui. Parce que déjà, il y a eu la grève des syndicats des travailleurs de la justice qui a duré. Alors qu'il aurait, à mon avis, fallu qu'il aille ou qu'il organise une rencontre avec ces gens pour trouver des solutions par rapport à leurs revendications et permettre à la bonne marche de la justice. Ça n'a pas été le cas. Il y a aujourd'hui le problème de la convocation
du président de l'Union des magistrats du Sénégal, Souleymane Teliko, qui aujourd'hui fait qu'il y a une sorte de levée de bouclier de ses collègues qui considèrent que véritablement on voudrait tordre un peu la main de l'IMS sur certains dossiers, et qui fait qu'aujourd'hui, suite à la déclaration de Souleymane Teliko sur l'affaire Khalifa Sall, il a été convoqué par l'IGAJ, c'est-à-dire l'inspection de l'administration judiciaire, concernant donc ces propos-là. Ce qu'on peut retenir par rapport à tout cela, déjà, en tant que garde des Sceaux, il a des réformes à faire dans son secteur, parce que c'est un secteur très stratégique, mais c'est un secteur aussi très difficile. Aujourd'hui, on a le problème des longues détentions. On a véritablement des effectifs qui sont extraordinaires dans les prisons qu'il faudrait régler. Il y a aussi l'organisation de la carte judiciaire. Donc je pense que le garde des Sceaux a assez à faire dans son secteur en conduisant les réformes nécessaires pour aller dans le sens véritablement de mettre fin à cette surpopulation carcérale-là, mais aussi construire de nouvelles prisons, réorganiser la carte judiciaire du pays pour permettre que les procès se fassent dans les meilleurs délais, mais aussi mettre fin aux longues détentions. Donc je pense que par rapport à toutes ces questions-là, on attendait que le garde des Sceaux fasse des bons qualitatifs pour permettre à ce que son passage au niveau de ce ministère puisse être véritablement un exemple. Mais ça n'a pas été le cas jusqu'ici. Je pense que quelque part aussi, le garde des Sceaux, quelque part aussi, est assez problématique. On a vu ces différentes sorties. D'abord, sur les accusations de corruption concernant Aliou Sall, qu'il disculpe sur la base d'éléments religieux, parce que le gars serait allé à la Mecque. Il fait aussi une nouvelle sortie concernant l'affaire Adama Gaye, en disant que c'est lui qui est même à la base de son arrestation. Donc, quelque part, moi, je pense que le garde des Sceaux doit revoir sa copie, essayer, à mon avis, d'avoir plus de retenue et de travailler à pacifier le milieu de la justice, faire de sorte que les réformes qui sont en vie, qu'il puisse véritablement les donner corps en rendant service à celui qui l'a nommé à ce poste de responsabilité-là, mais aussi en faisant de sorte que, une fois qu'il va quitter cette fonction, que les travailleurs de la justice retiennent que le garde des Sceaux a été véritablement quelqu'un qui a marqué son passage au niveau de ce ministère. Je rappelle que vous suivez L'Air du Temps, qui reçoit aujourd'hui Ibrahim Khalidian, sociologue et spécialiste de développement, et aussi Ousmane Ba, qui est sociologue aussi, enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ousmane, ce conflit entre l'UMS et le ministère de la Justice a été posé. Il y a eu beaucoup de réactions par rapport à cela, beaucoup aussi de littérature qui a été écrite concernant ce conflit. Certains estiment que, en tant que magistrat, que Souleymane Teliko n'avait pas le droit légalement de commenter une décision de justice. C'est pour cela qu'il a été convoqué par le ministère. D'autres estiment que ce n'est pas ce prétexte-là pour lequel on l'a convoqué. Comment vous l'analysez? D'abord, je partage ce que mon collègue a dit. Mais Alassane, je pense que si vous regardez les relations entre le ministère de la Justice et ses subordonnés, on parle de chancellerie. Il vient de le dire. Là, on parle de chancellerie. Ça veut dire que les relations de subordination sont trop fortes. À mon avis, il y a 3 ministères dans lesquels on ne doit pas le confier à un homme politique. C'est le ministère de la Justice, c'est le ministère de l'Intérieur et c'est le ministère des Forces armées. Parce que tout acte pris, si vous êtes foncièrement politique, tout acte pris, on pense qu'il y a la main de quelqu'un derrière. Ça d'abord, c'est la première chose, observation. La deuxième observation, j'ai lu avec appétence la lettre adressée au magistrat par l'ancien président Alioune, qui est très bien écrite, cette lettre-là. Je pense qu'on n'est pas ici à dire qui a raison, qui n'a pas raison.
Alassane, je pense que dans chaque corporation, on peut régler, faire de la médiation. Mon collègue a lâché le mot tout à l'heure, à l'interne, sans que la presse soit au courant. Autrement dit, sans que l'espace public soit au courant. Il y a des mécanismes vraiment de règlement de conflits internes sur lesquels, pour toute corporation, on peut les régler sans que les médias soient au courant. Qu'est-ce qui l'a fait médiatiser? C'est ça d'abord la deuxième observation. La troisième observation, maintenant, quand on gère une structure étatique, je pense qu'il faut d'abord avoir des mesures préventives. Il a dit avant d'arriver au règlement de gestion des conflits. Alors, les mesures préventives auraient voulu, est-ce qu'on a épuisé toutes les cartes de sanctions? Si on, je ne raisonne pas en termes de tel affaire, tel affaire. Si quelqu'un dans une corporation a commis, si vous voulez par exemple, une infraction, est-ce que tous les mécanismes, toutes les cartes de sanctions ont été épousées, respectées d'abord, jusqu'à arriver à la sanction extrême? Alors c'est là où maintenant le débat se pose. Parfois on foule du pied la pyramide pour aller vers, si vous voulez, par exemple, la dernière sanction. Et ce qui parfois les gens... Alors maintenant, l'autre élément, c'est que l'Union des magistrats, par exemple, on les reproche de ne pas être des syndicalistes, puisque c'est une association, à ce que je cherche. Mais même si c'est une association, mais elle gère une corporation. Et je pense qu'à mon avis, Alassane, même si le concerné a connu, comme l'a dit son collègue, un lapsus, mais je pense que ce tollé général n'aurait pas eu lieu, d'autant plus que c'est des gens matures qui pourraient s'asseoir et régler, si vous voulez, pas ces problèmes. Maintenant, quand vous y allez avec la méthode forte et non la méthode dissuasive et non la méthode persuasive, effectivement, voici des différentes querelles qui peuvent surgir au sein d'un espace, d'une structure, par exemple, organisationnelle. Alors maintenant, la dernière chose, maintenant, je pense que le ministre gagnerait mieux. Je pense qu'à mettre fin à tout ça, à rencontrer l'UMS et à arrondir les angles dans un premier temps. Dans un deuxième temps, à avoir un agenda préventif et un agenda dissuasif. L'UMS demande le départ du ministre. Oui, mais c'est parce que tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des ministères. Il y a des ministères, parce que le départ d'un ministre, on peut le demander. C'est le rôle du citoyen, de chaque citoyen, de dire « je ne suis pas satisfait de tel travail », puisque nous tous, effectivement, c'est l'espace public, au sens Habermas du terme. Donc, l'espace public appartient à tout le monde, on peut demander le départ, etc., mais ça relève des compétences du président de la République. Mais maintenant, si par exemple, les magistrats, l'Union des magistrats demande son départ, si juste demande son départ, et que dans l'environnement, cette atmosphère-là, conflictuelle qu'il entretient, etc., je pense qu'effectivement, c'est la personnalité morale même qui pose problème. Est-ce que justement, si certains juges aussi se comportent comme ils ne doivent pas se comporter, c'est eux qui sont chargés de juger les citoyens. Chaque jour, ils les mettent en prison. Est-ce qu'eux-mêmes, s'ils fautent, ils sont au-dessus des lois, les juges? On ne doit pas les juger? Oui, très bien. Là aussi, c'est vrai que quelque part aussi, les juges ne sont pas au-dessus de la juridiction. Ils sont comme tous les justiciables, c'est-à-dire s'ils ont fauté aussi, ils doivent être attraits devant les instances des instances, c'est-à-dire des instances qui sont au service de la justice. Maintenant, dans le cas d'espèce, c'est-à-dire dans l'affaire Souleymane Teliko, je pense que il y a aussi une querelle qui se pose entre l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction. Si sa conviction personnelle lui indique de dire, par exemple, que dans telle affaire, les droits des citoyens tels ont été bafoués, je pense que ça, c'est peut-être à prendre dans le cadre d'une éthique de conviction. Maintenant, l'éthique de responsabilité, en tant que président de l'Union des magistrats du Sénégal, recommanderait à ce qu'il ne puisse pas véritablement s'exprimer sur ce dossier. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que c'est à savoir qu'un dossier qui est déjà, à mon avis, jugé, on permet à un juge de s'y exprimer ou pas? Ça aussi, à mon avis, ça ne participe pas. Parce qu'on a commencé ce débat en parlant de la pauvreté du débat politique. Aujourd'hui aussi, si on ne permet pas qu'il y ait un débat sur les questions d'ordre juridique aussi, à mon avis, ça ne va pas participer à
nourrir en fait la doctrine. Parce que il faudrait peut-être réformer le serment des juges. Parce que le serment des juges interdit aux juges de commenter une décision de justice, déjà la chose jugée. C'est ça la loi. Non, effectivement, à partir du moment où ils ont juré, hein, ils ont fait un serment quand ils ont pris poste concernant véritablement les règles qui gouvernent le poste. Ils doivent véritablement savoir ce à quoi ils s'attendent à partir du moment où ils enfreindraient les lois qui régissent en fait le fonctionnement du monde de la justice. Maintenant, à ce niveau, je pense que les juges sont comme des justiciables, comme chacun de nous. Hein. Je pense que s'ils ont fauté aussi, ils doivent rendre compte. Mais je pense que on n'a pas besoin de plus de tension dans le secteur de la justice. Cette affaire-là, je pense que s'il n'y avait pas cette convocation de Télico, personne n'allait en parler. Je pense que ce n'était pas nécessaire. S'il n'y avait pas une urgence par rapport à convoquer le juge Télico à ligage. C'est le fait de le convoquer, à mon avis. Moi-même, honnêtement, pour vous dire vrai, je n'étais même pas au courant que Télico s'était exprimé par rapport au dossier de Khalifa Sall. C'est quand en fait il y a eu cette convocation que je suis au courant qu'il s'était exprimé sur cette question-là. Donc pour dire que la tension, à mon avis, n'a pas de raison. Il aurait fallu, à mon avis, considérer que les juges parfois peuvent s'exprimer comme des citoyens et que ça ne mérite pas une convocation au niveau de l'IGAD. Oui. À regarder les affaires Télico, le conflit Mansour Faye, Ousmane Sonko, les querelles, si on prend du recul par rapport à tout cela, on regarde ça en profondeur, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'au Sénégal aujourd'hui, que la vérité est de plus en plus orpheline? Oui, c'est parce que le mensonge est devenu aujourd'hui une donnée fondamentale, la manipulation dans les dossiers, chacun essaie de manipuler, de mentir en fonction de ses intérêts personnels. Je pense qu'on est dans une société un peu pathologique, au sens durkheimien du terme. Ça veut dire qu'il y a la dimension anomique, où il y a des dérèglements dans le fonctionnement de notre société actuelle. Je pense que ce qui a même peut-être incité Aminata Sow Fall à écrire l'Empire du mensonge. Absolument. Je pense que c'est l'Empire du mensonge. Alors je pense que Alassane, c'est dans tous les secteurs. Aujourd'hui, c'est dans tous les secteurs. Parce que aussi, je pense que c'est comment le sociologue que vous êtes analysez ça? Mais ce sont les querelles d'ambition. C'est-à-dire, peut-être je peux utiliser la métaphore de Norbert Elias. C'est-à-dire, on a l'impression que nous sommes dans une société où un coup donné reçoit un contre-coup. Ensuite, les offres en termes de teki, le mot teki, parce que dans ce pays-là, tout le monde veut un bouquet teki. Les offres là sont inférieures à la demande. Et ce qui fait que donc ceux qui sont déjà occupés des postes de responsabilité ne veulent pas partir. Alors, on revient à cette vision de Pareto, à savoir, il n'y a pas une circulation des élites dans l'appareil étatique. Il vient de le dire tout à l'heure. Ce qui veut dire quoi? Il n'y a pas une retraite politique dans ce pays-là. Pourquoi quand on accepte que à 60 ans jusqu'à 65 ans, il y a certains corps qui doivent partir à la retraite et que dans le champ politique, on dit que la retraite n'existe pas. Pourtant, on a plafonné les candidatures pour l'élection présidentielle à 70 ans. Ça pose problème dans ce pays-là. Ça, d'abord, c'est la première chose. Ce qui fait que donc, les jeunes ont envie. Les autres qui sont là, ils ne veulent pas partir. Et à partir de ce moment, on va arriver à ce qu'on appelle à des conflits. Et ces conflits-là, tout peut y arriver. Tout peut y arriver. Ça, d'abord, c'est la première chose. La deuxième chose, maintenant, Alassane, je pense qu'il y a des corps ou il y a des corporations qui ne méritent pas, mon collègue Nian l'a dit tout à l'heure, que des débats internes soient exposés sur la place publique. C'est la magistrature, c'est l'armée, c'est police intérieure, etc. Et même ce sont les universités. Puisque ce sont des corporations très techniques. Le non-initié qui ne comprend pas, effectivement, il ne peut pas faire un jugement objectif par rapport, si vous voulez, aux problèmes qui s'imposent à ce niveau-là. Le serment d'Hippocrate, chez les médecins, chez les avocats, ils ont ce qu'on appelle l'ordre des avocats.
Les médecins, ils ont l'ordre des médecins. Alors, chez les magistrats, ils ont quoi? Je pense que c'est ça. Et que comme je l'ai dit, si c'est en interne qu'on avait réglé ce problème-là, il n'y aurait pas, si vous voulez, extra. Maintenant, Alassane, je pense que là aussi, on gagnerait mieux à comprendre, à élucider peut-être les problèmes de l'heure. Alassane, nous sommes aujourd'hui à 60 ans de notre indépendance. 60 ans, Alassane, dans la vie d'un homme, égale retraite. C'est toute la vie. C'est toute la vie, égale retraite. Qu'est-ce que nous avons fait pendant les 60 ans-là dans tous les secteurs d'activité de notre société? Et qu'actuellement, nous sommes en train de voir les failles de tous les régimes qui sont passés par là à travers tous les secteurs extrêmes. Ouais. Mais aujourd'hui, le sociologue que vous êtes, quelle analyse faites-vous de la société sénégalaise qui, de plus en plus, comme je l'ai dit tantôt, on a l'impression que la vérité a de gros soucis? Les réseaux sociaux sont là, les WhatsApp, la manipulation, les mensonges, les dissimulations, les intérêts corporatifs, les intérêts personnels. Oui, je pense que quelque part... Il y a un gros brouillard pour voir la vérité, quand vous voulez la voir. Oui, il est clair que... Et comme l'a dit Ousmane Sembène dans son film Le Mandat, l'honnêteté est devenue un délit au Sénégal. Oui, le problème principal dans ce pays, c'est que les gens mettent l'accent beaucoup plus sur leur intérêt personnel par rapport à l'intérêt communautaire. Et quand vous envisagez, vous inscrivez votre destin sur un carriérisme outrancier qui fait qu'aujourd'hui, sur des questions de droit, par exemple, nous aimerions assez souvent entendre les doctrinaires du droit s'exprimer sur ces questions-là. C'est-à-dire que la faculté des sciences juridiques ou les facultés des sciences juridiques de ce pays, mais ceux qui enseignent au niveau de ces facultés-là, on doit très souvent les entendre donner en fait leur position par rapport à des questions qui sont débattues dans l'espace public. Mais tel n'est pas le cas assez souvent. Moi, j'avais beaucoup aimé le fait qu'ils aient sorti lors de la décision de l'avis, en quelque sorte, si la question de l'avis est liée ou l'avis n'est pas lié du Conseil constitutionnel, que des juristes sénégalais aient fait une tribune pour donner en fait leur position par rapport à cette question. Je pense que c'est ça en fait le travail des universitaires, c'est ça le travail des savants. Parce que les savants doivent savoir que quand on est dans une société, on a une sorte de torche. Oui, lumière. C'est ça, il y a un impératif en fait pour ces gens-là. De guider, de montrer. Ouais, de guider, de montrer, de s'exprimer et de donner leur jugement par rapport à ces questions-là. Parce qu'il y va aussi des jeunes qu'ils forment, parce que, vous l'avez dit, en fait, dans ce flou artistique, dans ce flou juridique, on ne sait pas, par exemple, dans les décisions qui ont été données ces dernières années, mais qui a raison, qui a tort, on ne le sait pas. Malheureusement, en fait, quand demain, en fait, ces enseignants-là seront en face de leurs étudiants, mais qu'est-ce qu'ils vont leur dire par rapport à ces décisions qui ont été prises là? Ces décisions ont été adossées sur quoi? C'est ça, en fait. On a un problème de cette élite, parce que cette élite-là, ce n'est pas aussi l'élite politique, c'est aussi l'élite universitaire aussi qui doit se remettre en cause, qui doit véritablement prendre, en fait, son destin en main, en quelque sorte, je veux dire, parce qu'ils sont payés pour enseigner, mais ils sont payés aussi pour s'exprimer par rapport à ce qui se passe dans ce pays. On n'a pas le droit de... C'est ça, ils n'ont pas le droit de se taire. Ils doivent prendre position, ils doivent donner leur avis sur des questions de l'heure. Mais si aujourd'hui vous entrebâillez des portes et des fenêtres pensant qu'en vous exprimant sur certaines questions, vous mettez en péril une nomination ministérielle ou vos propres intérêts. Oui, c'est ça qui véritablement participe à brouiller en fait l'espace public. Donc ça aussi c'est un problème qu'il faut à mon avis noter et dénoncer, parce que ça aussi ça ne permet pas par exemple à les générations qui ont pour référence ces individus-là à le niveau de se dire que nous aussi, nous allons nous comporter de cette façon-là. Mais s'il n'y a pas de référence, que ce soit sur le plan politique, sur le plan universitaire, sur le plan des médias,
on ne peut pas véritablement s'attendre à ce que cette jeunesse qui aspire à monter et qui aspire à diriger demain puisse être une jeunesse sur qui nous pouvons avoir de grands espoirs. Tantôt, il parlait d'exemple. L'Amérique a été toujours un exemple pour le reste du monde en termes de vitalité de sa démocratie, sa façon de fonctionner. Aujourd'hui, on voit qu'aux États-Unis, il y a un président qui est venu qui est assez spécial, qui s'appelle M. Trump, qui est d'ailleurs hospitalisé en ce moment parce qu'il a le coronavirus qu'il avait depuis longtemps nié. Quels sont les enjeux de la présidentielle américaine pour l'Afrique, surtout pour le Sénégal? Merci Alassane. Alors je pense que, juste une minute par rapport à ce que mon collègue Nia a dit et qui est intéressant, je pense que ce ne sont pas seulement les universitaires qui sont interpellés à ce niveau-là, ce sont les intellectuels. Parce qu'un intellectuel doit réfléchir par et pour sa société. Bien, alors en ce qui concerne les États-Unis, on n'attend rien des États-Unis. Il faut qu'on arrête vraiment cette vision métropolitaine en disant que oui, l'Occident, etc. Tout ça. C'est vrai que l'Amérique, c'est la vitalité de la démocratie. Domine le monde, l'Amérique. Oui, je dis, on le sait. Militaire, oui, économique, oui, mais j'y viendrai. Cinéma, je veux dire, la musique. si c'est eux, mais n'attendons pas qu'il y ait des retombées comme ça, de manière gratuite, par rapport à nos pays qui sont dans, si vous voulez, par exemple, au bas de la pyramide, en termes de développement. Maintenant, moi, ce que je voudrais peut-être qu'on parle en ce qui concerne les élections américaines ou même le gouvernement américain, puisque c'est lui qui va être élu, va gérer un gouvernement, par rapport au nôtre, c'est d'abord de discuter sur des questions de vitalité économique. C'est vrai, Millennium Challenge Account, ils nous ont accompagnés. L'USAID fait son travail aussi dans les localités les plus lointaines du Sénégal, etc. Au niveau de la Casamance, là-bas, il y a une route qui est construite par les extra. Donc, je pense qu'il faut que nous arrivions à comprendre que dans le monde du capitalisme, dans l'ère de la mondialisation, les coopérations se fassent gagnant-gagnant. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que le Sénégal peut offrir aux États-Unis? En termes d'extra, on a nos matières premières, on a le pétrole, on a le gaz, on a extra, on a les zircons. Alors, mais en contrepartie, qu'est-ce que les Américains peuvent offrir aux Sénégalais? Mais je pense qu'actuellement, dans ce schéma ou dans ce tableau de bord, il faudrait décliner les priorités. C'est vrai, ils nous accompagnent dans le domaine de la recherche, mais il faut approfondir. Il y a des collègues parfois pour avoir même un visa pour faire des voyages aux États-Unis, c'est la croix et la bannière. Mais ces derniers jours, la NASA est à Dakar pour préparer sa mission. C'est vous qui me l'apprenez. J'ai dit c'est vous qui me l'apprenez. Ils sont là, la NASA. Non, j'ai dit c'est vous qui me l'apprenez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc en amont, normalement les universitaires qui sont là, qui travaillent dans ces choses-là, doivent être, par exemple, mis au parfum par rapport à cela. Donc ça veut dire que c'est un problème de communication. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, il faut qu'au plan agricole, Alassane, que les Américains nous accompagnent aussi en termes de financement. Parce qu'il faut qu'on aille vers ce qu'on appelle la mécanisation de notre agriculture. Ça, je pense que si on considère que l'agriculture constitue notre premier secteur d'activité ici dans ce pays-là, je pense qu'il faut aller vers ça. Ensuite, maintenant, la maîtrise de l'eau. La maîtrise de l'eau. Je pense que voici des questions sur lesquelles, et non parce que on est en face des Américains, ils nous ont donné peut-être quelque chose, et que cette chose-là n'impacte pas dans le panier de la ménagère. Il faudrait fondamentalement qu'on arrive, si vous voulez, par exemple, à avoir un partenariat constructif dans ce sens-là. Ouais. Mais sur le plan politique, aujourd'hui, certains estiment que le fait que Trump soit au pouvoir aux États-Unis montre quelque part le désintérêt que les Américains ont sur la marche, entre guillemets, de la démocratie en Afrique. Et que l'arrivée de Trump encourage, quelque part, les tentatives de troisième mandat. Les démocrates sont plus regardants sur la marche de la démocratie. Oui, il est clair que à ce niveau, je pense que par rapport aux élections aux États-Unis d'Amérique, ce qui va se passer, pour moi, c'est que quelque part, il a souligné, concernant le Millennium Challenge Account. Vous savez, Alassane, les États-Unis, depuis en fait l'accession de Donald Trump, ont décidé de s'intéresser
de moins en moins au continent africain. Et si nous avons aujourd'hui le Millennium Challenge à Quant, c'est-à-dire l'un des plus grands programmes américains sur le continent, c'est que des musiciens comme Bono sont allés parler au président Bush pour lui dire qu'il faut faire quelque chose pour le continent africain. Si vous ne le faites pas, les Chinois vont le faire. Et c'est ça en fait qui a poussé le gouvernement américain à mettre en place le Millennium. Pour contrecarrer l'influence chinoise en Afrique. C'est ça, pour contrecarrer l'influence chinoise en Afrique. C'est ça en fait qui a fait qu'on a mis en place le Millennium Challenge à Quant. Maintenant, on se rend compte que malgré la mise en place du Millennium Challenge à Quant, l'Afrique n'est pas parmi les priorités du gouvernement américain parce que c'est seulement 2 ans après leur arrivée au pouvoir que Pompeo est venu sur le continent africain. Mais dans son discours, on se rend compte que le discours de Pompeo, c'est de dire méfiez-vous en fait de l'endettement massif que vous êtes en train de subir avec les Chinois. Alors que les États africains, eux, ce qui les préoccupe, c'est pas cela. Ce qui les préoccupe, c'est la question sécuritaire. Et on se rend compte sur la question sécuritaire, les États-Unis d'Amérique veulent réduire leurs effectifs. Même la base qui se trouve au Niger, c'est-à-dire celle avec les drones qui permet de contrôler un peu les communications en Afrique et dans le Sahel surtout, même cette base-là, ils ont dit qu'ils vont aller jusqu'à démanteler cette base-là sur le continent. Pour dire que l'Afrique ne fait pas partie des priorités de l'administration Trump. Parce que l'intérêt du Sénégal aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est le fait que les Américains sont présents au Niger avec une base militaire, avec des drones qui peuvent surveiller le déplacement des djihadistes, qui peuvent contenir l'avancée des djihadistes, parce que ça permet de donner à l'armée française des photographies pour intervenir. Oui. Et si Trump regagne les élections, qu'il enlève la base, la menace sécuritaire devient plus réelle. Oui, la menace déjà, si vous observez bien par exemple, l'Arabie Saoudite, un moment, on sait que les Américains étaient très présents. Et les Américains, véritablement, ne permettaient pas à ce que l'on touche, en fait, l'Arabie Saoudite. Mais depuis quelque temps, on a même noté que l'Amérique est en train même de se retirer de cette partie du monde. Et l'Arabie Saoudite ne fait même plus partie des priorités des États-Unis d'Amérique. Donc, le danger aussi va être plus grand dans le Sahel, quand les Américains décideront de démanteler cette base qui se trouve au Niger. Ça veut dire donc que l'avancée djihadiste, on ne pourrait pas le contrôler. Déjà, les pays qui sont au niveau de ce périmètre-là ont tous les problèmes pour faire face donc à ces groupes djihadistes-là. Donc, imaginons demain, par exemple, si cette base-là est démantelée, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire donc que la situation insécuritaire va aller de mal en pis dans le Sahel. Pourtant, il y a 10 ans de cela, un document avait été fait au niveau de l'UEMOA qui s'appelle UEMOA 2020, dans lequel l'un de Soumaïla Cissé était le président de l'UEMOA, Mamadou Lamine Loum, ancien premier du Sénégal, avait travaillé sur un document qui parlait justement de la présence djihadiste dans le Nord. Ça s'appelle UEMOA 2020. Et ce document disait que l'Afrique doit mettre en place une armée fédérale pour pouvoir gérer sa sécurité. Oui, mais Alassane, je pense que même s'il n'y avait pas le document de l'UEMOA, je pense qu'ici, nous avions la tradition, par exemple la Sénégambie existait ici. Comment faire aujourd'hui pour que les pays frontaliers puissent s'allier et ne pas suivre ce que j'appelle l'orientation occidentale? Parce qu'il a fallu qu'on parle de G5 et que le Sénégal a été, vrai ou faux, omis sur la liste du G5. Mais Alassane, je pense qu'aujourd'hui, on doit partir de nous-mêmes. Mutualiser les forces. Mais mutualiser les forces. Mais aujourd'hui, Alpha Condé a fermé la frontière entre le Sénégal et la Guinée, etc., sans pour autant que peut-être le Sénégal soit informé à temps par rapport au relent de ce qui se passe de manière souterraine. La Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau, etc., et le Mali. Je pense que dans cet environnement-là, on pourrait proposer quelque chose de concret et maintenant demander, si vous voulez, par exemple, l'accompagnement des autres. Maintenant, l'existence des bases militaires, je pense que vous reposez encore un autre débat. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais quand même, nous sommes des pays autonomes, indépendants, et je pense que ce qu'on demande juste, c'est une fois qu'on arrive à fédérer nos forces, et quand il y a peut-être des problèmes qui nous dépassent, qu'on pourra peut-être, sur la base d'un partenariat, demander
le secours des autres. Voilà, le temps que nous ayons imparti est terminé. Merci à Ousmane Ba, sociologue et enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci à Ibrahim Khalilian, qui est aussi sociologue et spécialiste de développement et spécialiste surtout aussi de la Chine. Merci à Biran Sissé qui était la technique au micro à la Samba Diop. Excellent dimanche à tous et bon magal à tous. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.3. iRadio xibaar yu wér ak fu ngeen mënti nekk. fukki waxtu ak benn di 11h05 la def ci rajo loolee nag des di ko door ci tënk ci xibaar ak parc Lambaye kon